L'objectif de cette vidéo est d'exposer la réflexion de Jean-Jacques Rousseau sur l'éducation à partir de son œuvre Émile ou de l'éducation publiée en 1762. La première partie, cette première vidéo, aura pour objet d'exposer en particulier la critique que Rousseau fait à l'éducation traditionnelle. Le reproche principal qu'il lui fait, c'est d'être une éducation dénaturante. Dans la philosophie traditionnelle, pour Rousseau, il y a bien des exposés théoriques sur l'éducation. On en trouve notamment chez Platon, dans la République, ou chez Aristote. La question principale étant de savoir comment former des individus pour qu'ils soient de bons citoyens. On trouve également différents modèles éducatifs qui s'opposent, voire qui se contredisent, notamment le modèle athénien qui s'opposait au modèle spartiate. Ce modèle spartiate faisait l'objet d'ailleurs d'une admiration de Jean-Jacques Rousseau. Ces réflexions théoriques sur l'éducation visaient à transformer l'enfant de façon à ce qu'il devienne un bon citoyen. L'éducation était vue alors comme une formation, une transformation d'une matière en une autre, de façon à ce qu'elle corresponde à un modèle de perfection du sage et du citoyen. Le problème, et c'est d'ailleurs la principale critique que Rousseau va faire à ces différentes réflexions théoriques sur l'éducation, c'est que aucune de ces réflexions ne s'attarde à considérer ce qu'est véritablement être un enfant. Qu'est-ce que c'est l'enfance? Or, comment peut-on bien éduquer un enfant si on ne sait pas ce que c'est que l'enfance? Comment, si on prend une analogie avec la sculpture, comment un sculpteur pourrait-il bien façonner un bloc de marbre s'il ne connaît pas, s'il ne maîtrise pas la matière sur laquelle il travaille? S'il ne maîtrise pas cette matière, il risquera alors tout simplement de déformer cette matière, voire de la briser et de ne pas parvenir à ce qu'il veut. Et en voulant la rendre parfaite, il risquera tout simplement de rater son ouvrage. Ici, si on ne connaît pas qu'est-ce qu'un enfant, quelles sont ses caractéristiques, on risque tout simplement d'échouer à bien l'éduquer. C'est donc le principal reproche que fait Jean-Jacques Rousseau au tout début de l'Émile, en disant « on ne connaît point l'enfance. Sur les fausses idées qu'on en a, plus on va, plus on s'égare. Les plus sages s'attachent à ce qu'il importe aux hommes de savoir, sans considérer ce que les enfants sont en état d'apprendre. Ils cherchent toujours l'homme dans l'enfant, sans penser à ce qu'il est, avant que d'être homme. » Donc le point commun à ces différentes réflexions théoriques qui précèdent Rousseau, c'est justement qu'elles méconnaissent l'enfance. Ils conçoivent l'enfant comme un adulte en devenir, sans considérer ce qu'est l'enfant avant d'être homme. De sorte que on éduque l'enfant selon les attentes, les capacités et les critères de l'adulte, par exemple, en lui transmettant des savoirs, en le forçant à apprendre des choses par cœur, en lui racontant l'histoire, en lui demandant de résoudre des problèmes de mathématiques auxquels l'enfant n'attribue aucune importance particulière ni ne comprend véritablement. Alors, la question qui va guider cette première vidéo, c'est de savoir pourquoi, selon Rousseau, l'éducation traditionnelle est-elle mauvaise pour l'enfant? Qu'est-ce qui fait que cette éducation, selon Rousseau, est dénaturante? Alors, le premier argument critique que fait Rousseau, c'est justement que on prête à l'enfant, on attribue à l'enfant une mauvaise nature. On le juge mal, on lui attribue des caractères et des qualités ou des défauts qui ne sont pas les siens. Alors, pour le montrer, on va prendre deux extrêmes. D'un côté, on va attribuer à l'enfant une mauvaise nature au sens d'une nature vicieuse. L'enfant a des vices naturels comme l'orgueil, l'esprit de domination, l'amour-propre, la jalousie, etc., qui portent l'enfant à des comportements, s'ils ne sont pas corrigés, à des comportements dangereux pour la société. D'où l'objectif de l'éducation, qui va être alors de corriger cette mauvaise nature, de corriger ses vices, quitte à faire usage de violence, si nécessaire. Il s'agit alors de dresser l'enfant de façon à ce qu'il devienne un être humain,
Il s'agit en quelque sorte de faire passer l'enfant d'un stade animal à un stade où il est pleinement un être humain. Le résultat d'une telle conception de l'enfance est que on va faire de l'enfant, en le corrigeant, en le dressant par la violence si nécessaire, un être soumis et obéissant à des règles, un être qui va devoir éteindre en lui une certaine spontanéité, une certaine nature, notamment sensible. À l'inverse, à l'inverse de cette conception de l'enfant vu comme un animal dangereux pour la société, on peut voir dans l'enfant un être faible, vulnérable, fragile, incapable d'affronter les obstacles de la vie. L'éducation aura cette fois pour rôle non pas de le dresser par la violence, mais au contraire de le protéger de toute violence possible, de le protéger de tout ce qui pourrait faire violence à l'enfant, c'est-à-dire de lui éviter le moindre risque. L'éducation consiste alors à le surprotéger. Et Rousseau fait ainsi la critique de ces mères qui font de leur enfant une idole et qui vont faire en sorte que l'enfant ne soit privé de rien et soit protégé contre toutes les souffrances possibles. Mais le résultat d'une telle éducation surprotectrice est finalement d'empêcher l'enfant d'être préparé à les affronter. La surprotection ne rend pas les enfants endurants, capables d'affronter les adversités de la vie. Pire, elle favorise leur souffrance puisqu'elle rend l'enfant désarmé, incapable de réagir, de penser et d'agir par lui-même. De sorte qu'en voulant à tout prix préserver son enfant du malheur, on va le condamner à être malheureux. La deuxième critique adressée par Rousseau à l'éducation traditionnelle est qu'elle ne considère pas les enfants comme des enfants, mais comme de futurs adultes ou des adultes en miniature. On projette sur les enfants des façons de penser qui sont les nôtres. On leur transmet des savoirs qui n'ont d'importance que pour nous et qu'ils ne comprennent pas. Bref, on entretient une croyance selon laquelle l'enfant raisonne et pense comme nous, mais il lui manque tout simplement les savoirs pour raisonner et penser correctement. De même, on va lui donner des règles, des valeurs, notamment morales, qui ont de l'importance pour les adultes, mais qui, du point de vue de l'enfant, sont assez confuses, abstraites et n'ont pas forcément et rentrent en contradiction avec sa façon spontanée d'agir. Conséquence de cette conception de l'enfant comme un adulte en miniature est que, par exemple, dans l'éducation scolastique, c'est-à-dire, pour faire simple, au Moyen-Âge, les enfants éduqués, c'est-à-dire quasiment, enfin, très peu d'enfants à l'époque, vont recevoir une éducation stricte où il s'agira finalement de développer leur mémoire en transmettant aux enfants un maximum de connaissances possibles, en cherchant finalement à faire de l'enfant une espèce de singe savant. Or, très vite, les humanistes s'opposent à ce type d'éducation scolastique en montrant que ce n'est pas parce que l'on sait beaucoup de choses qu'on les comprend, et qu'un enfant qui connaît, par exemple, des textes de Platon ou d'Aristote par cœur peut bien les réciter, mais c'est pas pour ça qu'il peut en comprendre la logique ou le raisonnement. De sorte que chez les humanistes va se développer une éducation différente qui ne visera pas à transmettre des connaissances, mais à développer chez l'enfant une réflexion critique. Le but de l'éducation ne sera pas que les enfants apprennent des connaissances, mais qu'ils apprennent à réfléchir. Il s'agira non pas qu'ils développent leur mémoire, mais qu'ils fassent usage de leur raison. Or, c'est à cette éducation à la fois scolastique et humaniste que va s'opposer Rousseau. Selon Rousseau, il ne s'agit pas, quand on veut éduquer un enfant, il ne s'agit pas de lui transmettre un maximum de connaissances, mais il ne s'agit pas non plus de raisonner avec les enfants ou de chercher à développer très tôt un raisonnement critique. D'abord, en voulant absolument développer le raisonnement critique, l'esprit critique des enfants, on va apprendre à l'enfant à négocier
On va développer chez lui des facultés de discours qui ne le rendent pas forcément apte à bien raisonner, mais surtout à avoir raison, à chercher à avoir raison, notamment sur l'adulte. Quitte à employer des moyens peut-être malhonnêtes, comme la mauvaise foi, la manipulation, et à développer chez l'enfant une forme de rivalité avec la figure du sachant. De plus, on entretient encore une fois une certaine méconnaissance de l'enfant, puisque l'enfant n'est pas conduit par ce qui est pour nous raisonnable, mais plutôt conduit par des principes de plaisir et d'intérêt qui ne correspondent pas forcément avec les attentes des adultes. Enfin, la dernière raison, le dernier argument donné par Rousseau, est que la raison n'est pas l'instrument du développement de l'enfant, mais plutôt son résultat. Ce n'est pas parce que l'enfant est rationnel que nous parvenons à l'éduquer. L'enfant devient rationnel parce qu'il a été bien éduqué. La conséquence, c'est que pour Rousseau, l'objectif de l'éducation chez le nourrisson et dans la tendre enfance, l'objectif de l'éducation n'est pas de développer l'esprit critique de l'enfant, mais au contraire de développer sa sensibilité. C'est en développant bien sa sensibilité qu'on développera un terrain fertile pour l'émergence d'une rationalité. Enfin, Rousseau adresse une dernière critique à l'éducation traditionnelle, qui est que les moyens qui sont utilisés pour rendre l'enfant vertueux, juste, bon, pour faire de l'enfant un bon citoyen et un homme bien, bref, ces moyens qui veulent transformer l'enfant en enfant vertueux, ben, ont pour résultat finalement de provoquer le contraire, c'est-à-dire de le rendre vicieux. Au lieu de le rendre juste, on le rendra injuste. Au lieu de le rendre honnête, on le rendra menteur. Et ainsi de suite. On pense assez naturellement qu'il est légitime d'apprendre à l'enfant un certain nombre de règles qu'il doit suivre, auxquelles il doit obéir. Or, selon Rousseau, les notions de devoir et d'obéissance qui leur sont imposées ont pour effet finalement non pas de discipliner l'enfant, mais au contraire de développer chez lui des façons de détourner les règles. Bref, elles auront pour effet de le rendre manipulateur et menteur. Ainsi dit-il, vous leur apprenez à devenir dissimulé, faux, menteur, pour extorquer des récompenses ou se dérober au châtiment. La logique la logique de l'obéissance ne peut pas être comprise spontanément par l'enfant. Elle est vécue par l'enfant comme une pure contrainte à laquelle il doit obéir, mais sans savoir pourquoi. De sorte qu'il y obéira quand il y sera forcé, et jamais volontairement, mais dès lors qu'il pourra désobéir aux règles impunément, il le fera. Et s'il vient à être pris pour avoir désobéi aux règles, il va chercher à se sauver, notamment en mentant ou en promettant de se corriger. Autrement dit, c'est la loi de l'obéissance, c'est-à-dire la logique de l'obéissance, qui va produire chez l'enfant la nécessité de mentir. Alors, on peut montrer ça à partir d'un extrait des 400 coups de François Truffaut. Dans cet extrait, Antoine Doinel est attrapé par son professeur parce qu'il a été absent lors du dernier cours et qu'il a dit avoir été malade. Mais il n'a fourni aucun justificatif. On tombe dans le panneau. Je serais curieux de savoir ce que tu leur as soutiré comme excuse, moi. Fais voir ton mot. J'en ai pas, monsieur. Ah, t'en as pas. Et tu crois que ça va se passer comme ça? Ce serait trop facile, mon ami. Monsieur, c'était ma mère, monsieur. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est morte. Ah, fiche-toi. Excuse-moi, mon petit, je pouvais pas savoir. Elle était malade? Bah oui, monsieur. Il fallait m'en parler. Faut toujours se confier à ses maîtres. Allez, rejoins tes camarades, va.
Dans cet extrait, Antoine Doinel doit se justifier d'une absence. Et puisqu'il a séché les cours et qu'il n'a pas de mots de ses parents, il n'a donc aucune justification. Et voulant éviter la sanction, il préfère inventer un mensonge, qui est ici énorme, en disant que sa mère est morte, ce qui lui permet momentanément d'obtenir la compassion de son maître et d'éviter ainsi les reproches ou une punition sévère. Mais dans l'extrait suivant, son mensonge est découvert et Antoine, vous le verrez, est violemment puni. Jean, riche pas. Asseyez-vous, mes enfants, asseyez-vous. Monsieur le directeur, j'estime que la sanction doit être à la mesure. Mais la mesure est dépassée, mon cher. Nous sommes dépassés par l'anomalie d'une telle faute. Seuls les parents ont pouvoir de sévir. On s'expliquera tous les deux ce soir à la maison. Ici, Antoine est jugé comme un enfant irrattrapable, comme une anomalie, ce qui justifie aux yeux de l'institution et des parents une punition extrêmement violente. Antoine est non seulement battu, mais il est aussi humilié devant toute la classe. Antoine est jugé donc comme un enfant irrattrapable, comme un enfant presque incorrigible, qu'une extrême violence serait peut-être susceptible, le dernier moyen, le dernier recours possible pour essayer d'en faire un enfant qui correspond aux attentes de l'institution scolaire et des parents. Cependant, ici, on comprend bien que c'est ce jugement même qui motive les comportements jugés répréhensibles, les comportements punissables de Antoine Danel. C'est cette violence qui cause le problème qu'elle croit résoudre. Antoine, autrement dit, n'y est pour rien. Face à la logique de l'obéissance, face au carcan scolaire extrêmement dur qui éteint en lui sa spontanéité, son désir de découverte et sa curiosité, Antoine Danel est forcé, en quelque sorte, à désobéir, à se dissimuler et à devenir trompeur et menteur. Autrement dit, le mauvais caractère qu'on lui prête est le résultat de cette éducation dénaturante. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous confronter à ces questions pour approfondir la réflexion.